L'entreprise Archipel, d'après vous, est-ce que c'est une entreprise en réseau? Qui pense que c'est une entreprise en réseau? Ok, pas beaucoup. Après, est-ce que c'est une entreprise par intermittence pour vous, l'entreprise Archipel? 0. Ah, 1, d'accord. Ensuite, est-ce que c'est une entreprise à la demande? Ah, toujours la même. Ouais, ok. Et la dernière, est-ce que c'est une entreprise plateforme? Ah, là, ça commence à devenir un peu plus présent. Ok, très bien. Eh bien, Philippe, tu vas pouvoir nous dire tout à fait après ce que c'est. Hein, voilà. Voilà, alors pour vous donner un petit peu de sens, pourquoi on est là, parce que le mot archipel n'est pas forcément évident. L'idée derrière, par rapport à ce qu'on fait à la convention, c'est de parler des visages du futur. Et une des tendances possibles du futur, c'est de se dire on aurait peut-être plus tard des personnes qui sont multi-entreprises, c'est-à-dire qui pourraient sauter d'île en île, et on pourrait aussi avoir des gens qui ont multi-métiers. C'est non seulement ils changent d'entreprise et ils sautent d'île en île, mais en même temps ils changent de métier ou ils ont des métiers différents. Donc voilà la notion qu'on va décrypter, et on va la décrypter à différents axes. C'est quelle sorte de management pour ce type de fonctionnement archipel. Évidemment, dans ce type de deal et de travail à distance est important aussi. Donc, comment on gérerait ce travail à distance? Comment on implique des gens qui vont être séparés sur différentes îles? Comment on fait en sorte qu'il y ait une culture, une implication dans chacune des structures, potentiellement? Quel sens on donne au travail? C'est quoi le travail? Et vers où on va par rapport à ça? Le côté intergénérationnel, c'est de dire est-ce qu'une catégorie de personnes suivant les âges sont plus impliquées dans ce système-là ou pas? Et puis la dernière, c'est la question qui remonte un jour ou l'autre à la surface, c'est la rémunération. Comment on va rémunérer ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et aussi en termes de peut-être salariat, actionnaire, qu'est-ce qu'ils attendent derrière ça? Voilà. Donc c'est là où Philippe va nous aider, et puis après évidemment il y aura des questions. Donc l'idée pour Philippe et pour nous aussi, c'est intervenez dès que vous voulez, vous levez la main, on vous passe un micro, et n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure, et Philippe aime bien ça, donc profitez-en. D'accord? Ça vous va? Et voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Merci Marco, merci beaucoup. Comme tu le dis, oui, avec grand plaisir en fait pour partager avec vous, recueillir vos questions, et puis co-construire cette séquence. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps une lecture de la transformation des modèles d'organisation. Et pour vous, dirigeants d'entreprise, ça va questionner très certainement le sens du travail, mais peut-être plus encore la centralité du travail dans nos vies. Faire avec des personnes dans vos équipes qui n'ont pas au centre de leur existence le travail, et d'une certaine manière tout tourne autour, mais plusieurs vies à vivre et en même temps. Et je suis absolument certain que quand je vous exprime ceci, vous avez de plus en plus à côté de vous des personnes, dans le meilleur des cas, talentueuses, mais qui n'ont pas au centre de leur vie le boulot comme moi je pouvais l'avoir, mais plusieurs vies à vivre et en même temps. Et pour un dirigeant de l'APM, une des questions, et on va avoir le plaisir vraiment de partager ça, c'est comment dans mon organisation, je crée un socle culturel commun avec des gens qui de plus en plus sont amenés à discuter des principes. Comment je crée un socle culturel commun avec des gens qui discutent de plus en plus des principes. Alors cette expression d'entreprise archipel, elle est née avec David, auquel nous pensons, David Ménassé, puisqu'on a construit avec lui, il est souffrant, comme tu l'as dit Isabelle, mais nous pensons à lui. Et ce qui nous a semblé intéressant de questionner, c'est comment on fait avec des gens qui potentiellement peuvent voter avec leurs pieds. Comment on fait avec des gens qui sont de plus en plus mobiles. Comment on fait avec des gens éventuellement qui, comme tu viens de le dire Marco, ont plusieurs activités, plusieurs lieux d'investissement professionnel et d'une certaine manière aussi plusieurs sources de rémunération. Alors cette entreprise archipel, ce serait une entreprise dans laquelle peut-être même la personne avec qui vous coopérez n'est pas salariée uniquement chez vous, mais elle a différents liens de subordination avec d'autres employeurs et puis, comme tu l'as dit aussi, différentes sources de rémunération. Alors, dans les minutes là, qui viennent, je vais vous proposer en fait 3 modèles d'organisation
Premier modèle, je crois qu'il n'a pas disparu. Et ça, je pense que ça va être une question pour nous. Quand on parle de génération X ou de génération Y, on a tendance à penser en fait d'abord que ces jeunes sont tous les mêmes. Ça, c'est une première erreur à mon avis. Peut-être que dans les pays qui sont les nôtres, il n'y a jamais eu autant de différences au sein d'une même classe d'âge. Ça, c'est déjà une première chose. Je ne suis pas Y-ologue. L'Y-ologue, c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre ou connaître l'âge de quelqu'un et se dire on va en faire découler les comportements et les attitudes. Je pense même le contraire. Et ça sera pour moi un réel plaisir que de partager ça tout à l'heure avec vous. Je pense même que dans nos équipes, il n'y a jamais autant de différences de valeurs, de comportement et d'attitude au sein de la jeunesse. Mais, j'en dis pas plus, j'y reviendrai avec grand plaisir. Donc ça, c'est le premier point. Déconstruire des idées reçues sur ces jeunes. Et donc, je vais vous proposer 3 modèles d'organisation, en un temps assez court. Modèle de la loyauté, qui pourrait être illustré non pas par l'archipel, mais par la pyramide hiérarchique. Modèle de la loyauté. Je pense qu'il n'a absolument pas disparu, et je pense même que dans une bonne partie de la jeunesse de France, ça reste peut-être même le modèle dominant, mais il faudra que je m'explique. Deuxième modèle d'organisation, c'est ce que je vous proposerai d'appeler l'employabilité, le contrat. Troisième modèle d'organisation, la communauté de métiers. Alors là, on verra apparaître des perspectives comme les GAFA, Google, Amazon, Facebook et les autres. Et puis l'horizon qu'on va co-construire, travailler ensemble, ça va être cet archipel, 4e modèle d'organisation. Premier modèle d'organisation, je vais vous emmener avec moi dans une partie de mon parcours. Comme tout à l'heure Isabelle l'a mentionné, j'ai été DRH en organisation. Et le sens du travail, la centralité du travail dans nos vies, ça m'est apparu une fois assez fortement dans un entretien de recrutement, où j'ai senti comme un renversement du rapport de force. J'ai senti d'une certaine manière que c'était à moi de convaincre la personne en face qu'on était la bonne entreprise, et que si j'arrivais pas à le convaincre, j'aurais de toute évidence un problème d'attractivité. Je sais d'expérience que pour des patrons de l'APM, ça peut être une sacrée question. Alors ce garçon rentre dans mon bureau, et moi à l'époque, j'étais en charge donc, des marques de luxe d'un grand groupe cosmétique, L'Oréal, et quand il rentre dans mon bureau, je me dis, il a drôlement de la chance. En fait, j'ai compris plus tard que quand il est rentré dans mon bureau, lui pensait que c'était moi qui avais drôlement de la chance. Et puis, il s'assoit en face de moi et au bout de 5 minutes d'entretien, il me regarde assez fixement, avec intérêt, et il me pose cette question qui, depuis, m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a demandé « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours ?» Je ne sais pas si vous avez déjà eu la question, mais si vous ne l'avez pas encore eue, préparez-vous, ils arrivent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à ce qu'on pourrait appeler cette évolution du rapport de force. Alors je me souviens lui avoir répondu, écoutez Thomas, c'est son prénom, ici on travaille 5 jours sur 7, et le 6e et le 7e on réfléchit à ses produits, à ses services. Ça n'avait pas créé chez lui de désir agissant. J'étais au début de mon questionnement sur l'entreprise Archipel. Derrière, en fait, cette question, monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? Il y a une question qu'on se pose nous, et c'est celle en fait du temps qu'on passe. Mais plus largement, en fait, je crois, c'est les qualités qu'on accorde à quelqu'un qui est dans notre viseur. Je voudrais insister déjà là-dessus. Dans le modèle de la loyauté, premier modèle, hiérarchique pyramidal, on a tendance à accorder du crédit à quelqu'un qui est dans notre viseur, à côté de nous. Et Marco, quand on a préparé tous ensemble cette séquence, on a noté à distance. Première question très concrète pour un patron de l'APM. Est-ce que je suis sûr de récompenser aussi les gens qui ne sont pas dans mon viseur et qui sont dans des équipes déspatialisées, qui sont dans des équipes virtualisées ? En clair, comment je crée de la confiance, aujourd'hui et plus encore demain, avec des personnes qui ne sont pas physiquement à côté de moi ? Voilà une question majeure de l'entreprise Archipel. Et puis, 5 minutes plus tard, il me regarde à nouveau fixement, je me dis, il va m'arriver quelque chose. Et il me pose cette question, je m'en souviendrai toujours, il me demande « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal ?» Alors là, pour moi, c'était une question qui vraiment touchait le centre. Et je me souviens lui avoir répondu « Écoutez, la plus grande salle de réunion ici s'appelle la salle de confrontation. » Ça n'avait pas non plus créé chez lui de désir agissant. Mais j'avais senti chez lui quelque chose de la particularité. Et je me souviens, à la fin de l'entretien, j'avais changé d'avis au moins une fois sur lui. Ça, c'est une chose aussi que je tiens à partager avec vous. Si on ne change pas d'avis en entretien de recrutement sur la personne en face, on n'a pas fait d'entretien de recrutement. On a fait un entretien de confirmation
là où la perspective de l'entreprise Archipel va nous appeler à faire des entretiens d'exploration. Et ce garçon, je me souviens bien, m'interrogeait du coup par son questionnement sur le temps et sur ce qu'est l'entreprise. Et puis je me souviens avoir marché avec lui. Il faut toujours marcher pour faire germer une autre vérité, il faut marcher avec pour comprendre ce qu'est la personne en face. Et je me souviens qu'il m'avait dit, vous savez, le mardi après-midi, je fais du japonais et le jeudi matin, en fait, je distribue des repas. On était au cœur de notre questionnement ce soir. Comment on fait avec quelqu'un qui n'est pas dans la perspective de travail qui est la sienne, forcément présent avec toi, mais qui est d'une certaine manière dedans-dehors. Ma première impression, ça aurait été de ne pas le recruter. J'aurais eu tort. En fait, ce garçon, on l'a mis au travail et il s'est révélé être ce que j'appelle un talent, c'est-à-dire quelqu'un d'excellent. Un talent, c'est quelqu'un qui fait. C'est quelqu'un que vous mettez au travail et qui performe. Première caractéristique, excellent. Et deuxième caractéristique, différent. Et donc, dans l'entreprise que l'on appelle de nos voeux, il y a certainement cette ambition et peut-être même cette, cette responsabilité pour un dirigeant de protéger les talents. Protéger un talent, c'est protéger des personnes qui sont excellentes et différentes. Et qui vont aussi, troisième caractéristique, être généreuses, transmettre. Or, dans nos fonctionnements, souvent, ce ne sont pas forcément ces gens-là qu'on récompense. On va plutôt tendance à récompenser des gens qui nous ressemblent. Des gens chez qui on va chercher, pendant les premières minutes d'un entretien, les qualités qu'on nous a données à nous il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et là, on est enfermé dans le piège du haut potentiel. C'est-à-dire nous faisant courir le risque du mimétisme, de l'entre-soi. Première idée que je veux partager avec vous, dans une entreprise inspirante, apprenante, qu'on appellera peut-être en archipel, il s'agit de protéger les talents. C'est-à-dire en fait de lutter contre ceux qui veulent les mettre dehors, parce qu'un talent nous renvoie, nous toujours, à notre incompétence consciente. Et ce garçon, bien m'en a pris de le recruter, parce que derrière, plus tard, il avait fait un assez beau projet qui a créé de la valeur. Mais c'est un garçon, en fait, j'insiste là-dessus, qui était à la membrane de l'organisation. Il était dedans, dehors. Ce garçon avait plusieurs vies à vivre et en même temps. Il était d'une certaine manière dans la figure du « et ». Moi, je suis l'homme du « ou ». Quand j'ai reçu Thomas en entretien, j'étais totalement pétri de cette histoire du « ou ». Quand j'étais jeune, on me demandait « tu es de gauche ou de droite ?» Alors je répondais, et puis après on m'interrogeait « quel type de musique tu aimes, Philippe ?» Alors je disais « j'aime les Beatles ». Eh bien la question qui arrivait juste derrière, c'est « ah, tu aimes les Beatles, donc tu n'aimes pas les Stones ?» Et puis quand je disais « j'aime les Beatles », on me disait « mais tu aimes plutôt Lennon ou McCartney ?» C'est-à-dire que, ça c'est une idée qui est pour moi forte, dans mon histoire de vie, il y a quelque chose qui a fait que je devais toujours choisir ça ou ça. Ce qui me frappe aujourd'hui autour de nous, mais chez certains jeunes, mais pas seulement, ce serait trop réducteur, de plus en plus, et particulièrement chez des talents excellents, différents et généreux, ce sont des gens qui ont plusieurs vies à vivre et en même temps. D'une certaine manière, l'espace de l'entreprise n'est qu'un espace de déploiement, important mais pas unique, où ils veulent exprimer quelque chose qui est de l'ordre de leur parcours de vie. Alors ce que je vais beaucoup défendre ce soir avec vous, et c'est un plaisir pour moi, c'est qu'il n'y a pas un modèle d'organisation en archipel qui supplanterait les autres. Il y a dans une PME innovante coexistence des modèles. Quand on est dirigeant, il faut faire avec des gens, si on les recrute bien et qu'on les fidélise, de plus en plus différents. Et donc, vous allez devoir faire face à des ressorts de motivation de plus en plus différents. Néanmoins, premier modèle d'organisation, je l'appelle la loyauté. Alors, le modèle de la loyauté, c'est celui certainement que j'ai connu dans le pétrole et puis ensuite dans des grandes sociétés comme L'Oréal, mais aussi certainement dans des PME innovantes, où la figure forte, c'est la figure de celui qui a créé ou qui a dynamisé l'organisation. Dans le modèle de la loyauté, et j'insiste, ce modèle n'a absolument pas disparu dans une bonne partie de notre jeunesse, que l'on a trop tendance à enfermer dans une seule catégorie. Dans le modèle de la loyauté, vous échangez de la sécurité de destin contre une très forte implication. Première idée, le contrat psychologique, c'est d'échanger de la sécurité de destin contre une très forte implication. Et donc vous passez du temps au travail. Et vous passez du temps à montrer d'une certaine manière votre capacité. Au centre du modèle, il y a le métier. Si vous perdez le métier, si vous perdez les règles du métier, vous perdez tout. Troisième idée, dans ce modèle, celui qui fait votre carrière, c'est la personne qui est considérée comme importante, le N+1, le chef,
Et être dans le viseur du chef et reconnu, c'est le gage d'une carrière réussie. Quatrième caractéristique, dans ce modèle, on est toujours au-dessus ou en dessous de quelqu'un. D'ailleurs, je le vois, vous donnez le stylo à quelqu'un et vous lui dites « dessine-moi l'entreprise ». La personne vous dit d'abord, première chose, et ça c'est vrai en France, mais je le vois aussi dans d'autres pays, elle vous dessine en fait une structure hiérarchique et elle vous dit « chez nous, il y a 3 types de personnes ». Et alors elle peut commencer par « il y a des cadres ». Et pour elle, dans les ressorts de motivation, c'est très important. Le passage cadre, c'est quasiment le passage de l'ombre à la lumière. C'est comme un rite de passage. Alors elle peut vous dessiner les cadres dirigeants. Alors ceux-là, dans certaines organisations, ils sont en état de lévitation, ils tutoient les étoiles. Ils ont une place de parking plus proche de l'entrée dans ce type d'organisation. Et ils ont même un bureau, en général, bien situé. Dans ce modèle, on est toujours au-dessus, en dessous de quelqu'un. Cadre, dirigeant, opérationnel. Les tâches du dessous, employé, technicien, agent de maîtrise. Les tâches du dessous, ouvrier, si on est dans un univers industriel. Ce que je prétends, j'ai peut-être tort, c'est que ce modèle n'a absolument pas disparu dans les imaginaires, dans le ressort de motivation, et qu'il faudrait aller trop vite en besogne pour dire qu'avec une génération Y ou Z, on a effacé ce modèle. Alors il y a un grand sociologue français que j'aime bien citer, c'est Philippe Diribarne. Et Philippe Diribarne, on vous donnera avec l'équipe en fait les ressources bibliographiques. Philippe Diribarne, il a écrit un livre qui s'appelle « La logique de l'honneur ». Et il nous dit, en fait, il étudie la France, les États-Unis et la Hollande. Et le modèle hiérarchique pyramidal, il le renvoie à l'histoire de France. Cadre, agent de maîtrise, ouvrier, catégorie A, catégorie B, catégorie C dans la fonction publique. Il le renvoie à clergé, noblesse et tiers-état. Et c'est l'idée que, par-delà les effets comme ça, un petit peu d'apparence ou d'illusion, il y a quelque chose dans le temps long de l'histoire qui fait que l'entreprise, elle peut devenir archipel, mais il faut qu'elle prenne en compte le temps long de l'histoire. Et donc, dans ce modèle, on est toujours au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Les mots forts, c'est le statut, le rang, le mérite, l'ascenseur social, la progression. Dans ce modèle, on n'est pas forcément mobile géographiquement. Et si tout se passe bien, on reste dans l'organisation. Alors, quand je suis rentré chez L'Oréal, on m'a dit 3 choses. La première, c'est tu as de la chance. La deuxième, c'est tu rentres dans les Nations Unies de la beauté, c'est dire si l'imaginaire était puissant. Et le troisième, c'était Philippe, ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. Ben, ça a été un petit peu moins de 30 ans, mais j'ai échangé de la sécurité de destin contre une très forte implication. Alors Philippe, juste une minute là, par rapport à ce que tu nous dis sur ce premier système là, de loyauté. Que tu as ici, Marc. Ouais. Tu peux faire des liens avec la génération Y et les jeunes, parce que justement tu les mets pas tous, tu dis qu'ils ont peut-être aussi besoin de ça. Absolument. Dans nos enquêtes, en fait, quand on interroge les jeunes générations et on leur demande quel est le type de contrat que vous avez envie d'avoir, quel est le type de protection que vous avez envie d'avoir, vous avez dans notre échantillon 65% de la classe d'âge, 18-30 ans, qui va appeler ce modèle. Je sais que quand je l'exprime, c'est étonnant, hein. On a plutôt tendance à penser qu'une très grande majorité de nos jeunes va aller dans des entreprises apprenantes, déspatialisées, du type Google ou Apple. Ce n'est pas du tout ce que l'on constate. J'insiste, hein. Ce n'est pas ce que nous constatons dans nos enquêtes. C'est-à-dire que si vous leur donnez une sécurité de parcours de contrat, eh bien, ils vont prendre ce type de contrat. Tiens, je vous donne une autre illustration pour casser les idées reçues. On dit la génération Y ou Z est une génération mobile. Eh bien, je sais, pour avoir travaillé avec vous sur ces questions, que dans certains bassins d'emploi, quand vous déménagez une logistique ou une usine de 20 km et que dans le bassin d'emploi, on peut trouver un job ailleurs, les jeunes ne viennent pas forcément avec vous. Ça me semble très important aussi. Et donc, du coup, ça déconstruit des idées reçues qu'on a trop souvent sur cette fameuse génération qui serait toute la même. En fait, je vais te dire, Marco, ce que je crois, c'est qu'il y a un biais de perception. À travers la catégorie Y ou Z, souvent, on décrit 15% de la classe d'âge, qui sont d'une certaine manière nos enfants et demain nos petits-enfants. C'est-à-dire des jeunes qui ont des ressources, qui ont des moyens d'être mobiles à l'international, mais ça constitue absolument pas l'essentiel de la jeunesse de France. J'insiste là-dessus. Et donc une entreprise archipel, qui va être un peu le point de destination de notre parcours, c'est une entreprise où le dirigeant, dès le départ, sait qu'il aura à gérer différents types de motivation, différents rapports au travail. Je suis bien clair quand je vous exprime ça, parce que déconstruire cette notion, à mon avis, utilisée trop vite, de génération Y ou Z, ça m'amène, Marco, à ne pas être Y-cologue. J'entends bien. Et donc le modèle de la loyauté, je pense qu'il a encore de la force, de la prégnance pour des jeunes qui veulent être dans cette sécurité de destin. Deuxième modèle d'organisation, tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ». À ce moment-là, la personne te dit « non, moi, je n'ai pas confiance ».
Ah, non, j'ai pas confiance. Le deuxième modèle d'organisation, dans mes travaux, je le nomme le modèle de l'employabilité. Dans le premier modèle, les mots forts, j'insiste, c'est statut, rang, mérite. Et dans le premier modèle, l'important, c'est de ne pas déchoir. Ça, j'insiste aussi là-dessus. C'est de ne pas tomber. Car dans le premier modèle, si tu perds ton boulot, tu perds tout. L'important, c'est de ne pas déchoir. Et Philippe Diribarne, dans La logique de l'honneur, le livre dont je vous parlais, il décrit la France, les États-Unis et la Hollande, et il nous dit dans le modèle français, peut-être même dans le modèle latin, peut-être même dans le modèle en fait autour de la Méditerranée, la figure du père est une figure protectrice. Et l'important est de ne pas tomber. Et si je perds mon boulot, je perds tout parce que je suis dans un horizon politique dans lequel il est très difficile de remettre le pied à l'étrier. Ce modèle de la loyauté, j'insiste, je pense qu'il n'a pas disparu et que ce modèle du père qui protège est quelque chose à prendre encore véritablement en référence quand on réfléchit à l'évolution des modèles de génération. Deuxième modèle d'organisation, modèle de l'employabilité. Alors là, le mot fort, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas le statut, le mot fort, c'est le contrat. Tout d'un coup arrivent dans votre bureau des personnes qui vous disent, alors ça peut être un sacré choc pour les gens du premier modèle, arrivent dans votre bureau des gens qui vous disent « Moi, je vais vous dire, de toute façon, ça sera 5 ans ou ça sera 3 ans. Même si ça se passe très bien, ce que je vais signer chez vous, c'est des morceaux de vie professionnelle. » Qui fait ta carrière dans le deuxième modèle ? Si dans le premier modèle, le modèle de la loyauté, c'est plutôt le chef qui est garant de ta progression, ton implication, la force de ton engagement, qui fait ta carrière dans le deuxième modèle ? Eh bien, je vais vous proposer cette idée, la résistance de nos corps. C'est la résistance physique qui est la nôtre qui nous permet d'être quoi ? Mobile. Et donc, dans le modèle de l'employabilité, vous êtes mobile géographiquement. Alors, vous vous souvenez sûrement, c'est le moment où on nous a dit, si tu veux faire carrière, il faudra bouger. On est mobile aussi professionnellement. C'est un modèle dans lequel on nous a dit pendant quelques années, et encore aujourd'hui, il faudra avoir plusieurs métiers tout au long de la vie. Et dans le deuxième modèle, on est mobile familialement. Alors ça renvoie à quoi ? Ça renvoie pour un chef d'entreprise à des questions qui sont belles et difficiles à tenir. C'est la multirésidentialité. Et vous devez constater depuis quelques années de plus en plus de personnes qui sont avec vous la semaine, mais qui vont retrouver leur conjoint ou leur famille le week-end. Comment vous créez ce socle culturel commun avec des gens qui ne sont plus forcément physiquement présents. Deuxième modèle d'organisation, Marco, tu vois, c'est cette perspective en fait du contrat. Perspective du contrat. Dans le premier modèle, la figure forte, c'est le chef. Dans le deuxième, c'est le manager. Dans le premier modèle, ça me semble aussi un point très important. Dans le premier modèle, si ça se passe bien, on ne parle jamais d'argent. Je me souviens de personnes qui rentraient dans mon bureau et qui, au bout de quelques minutes, en fait, je le sentais bien, voulaient négocier avec moi une augmentation personnelle. Dans le premier modèle de la loyauté hiérarchique pyramidale, il n'est pas digne de parler d'argent. Et Philippe Diribarne renvoie à ça à la force d'univers humains, d'univers sociaux dans lequel on ne parle pas des choses de l'argent. C'est vil, ce n'est pas noble. Et donc ça, c'est un point qui me semble très important. D'ailleurs, je leur disais, écoutez, faites-nous confiance et vous inquiétez pas, ça viendra. Ça, c'est typique du premier modèle d'organisation. Et ça, vous devez le sentir dans le deuxième modèle, c'est presque les premières minutes de l'entretien. C'est-à-dire, modèle de l'employabilité, le mot fort, c'est le contrat. Et on discute des choses de l'argent, parfois dès le départ. Alors là, tu vois, on pourrait faire le lien aussi avec de nouvelles pratiques, avec de nouveaux comportements de jeunes et de moins jeunes qui interrogent le chef d'entreprise sur quoi ? Sur, d'une certaine manière, son rapport à ce qu'il considère comme intime, peut-être même sacré, de choses dont on ne parle pas. Je voudrais vous donner un exemple concret. J'ai la chance d'être intervenant, consultant, et j'enseigne aussi depuis longtemps. Et je vois une évolution. Aujourd'hui, en France, et je prends notre pays en référence, en France, à la fin d'un cours, mes étudiants en général me donnent deux choses. La première, c'est une question. Alors là, pour moi, je vous assure que c'est un choc. À la fin d'un cours, ils viennent me voir et de plus en plus fréquemment, ils me demandent « Monsieur Pierre, combien vous gagnez ?» Je ne sais pas si vous avez déjà eu la question, mais préparez-vous encore, ils arrivent. C'est-à-dire que ça, c'est une caractéristique sur laquelle aussi, je pense que ça pourrait être tout à fait passionnant de partager ensemble. Ce sont des gens qui, à la fin d'un cours, me demandent combien je gagne parce qu'ils veulent se situer dans un des îlots de l'archipel.
Le professeur est intéressant si, d'une certaine manière, il est un maillon d'une chaîne. Le dirigeant de l'APM, dans ce type de comportement, dans ce type de situation, est un carnet d'adresses sur pattes. Ce sont des gens qui viennent vous voir pour vous considérer comme un maillon d'une chaîne, comme un des îlots de l'archipel. Alors je leur réponds toujours la vérité. Je leur explique combien je gagne. Jamais collectivement, parce que, autre caractéristique de la situation, mes étudiants m'enregistrent. Posant à un dirigeant la question de l'intime, dans le recrutement, dans la fidélisation de ses ressources, du contrôle des datas. Vous voyez toutes les pistes qu'on ouvre là. Et donc je leur réponds toujours la vérité. Alors, il m'arrive aussi que mes étudiants me demandent pour qui je vote. Et là, vous avez une caractéristique, je pense, intéressante, c'est l'enchevêtrement des sphères. C'est-à-dire que vous faites face à des jeunes qui, d'une certaine manière, vous donnent le sentiment d'enchevêtrer les sphères. Pour vous, ces choses de l'argent, ces choses du politique, c'est intime. Pour eux, c'est potentiellement social. On n'est qu'au début de ce temps-là, c'est-à-dire de l'enchevêtrement des sphères. Alors Philippe, par rapport à ça, est-ce que tu vois aussi les choses se lier entre la vie professionnelle et la vie perso aussi à ce moment-là, ou c'est plus tard? Non, la question est belle parce qu'elle m'amène à vous proposer cette idée. Moi, j'ai tendance à toujours repousser à plus tard le temps du plaisir. C'est-à-dire que je suis dans un fonctionnement temporel et un rapport au temps juxtaposé, une chose après l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le temps du travail et d'une certaine manière, il y a le temps d'autre chose. Thomas, tout à l'heure dans mon bureau, et de plus en plus autour de moi, et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de manière d'être. Eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui veulent manger le dessert en premier. C'est-à-dire ne pas repousser à plus tard le temps du plaisir, mais être maintenant, tout de suite, fun et carpe diem. Ça, je pense que c'est aussi une des grandes questions qu'on doit se poser comme dirigeant. C'est-à-dire ne pas être dans un rapport de trop long terme sur ce que nous allons t'offrir, mais très tôt, très vite, être dans cette dimension du plaisir dans l'activité. Ça me semble important. Ce qui est pris est pris. Exactement. Alors ça, ce que tu exprimes, c'est très important. On va en parler aussi, le rapport à la famille. Mais j'en dis un mot si vous en êtes d'accord sur le temps. Moi, je suis dans une perspective, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est « dessine-moi ta vie ». Si vous avez quelques minutes avec vos équipes, vous pouvez le faire. Et avec un comité de direction, c'est un exercice très intéressant. Dessine-moi ta vie. Si vous me demandez de dessiner ma vie, je vais faire comme ça. L'enfance, d'abord la naissance, c'est-à-dire que je vais commencer à gauche. Parce que petit, on m'a appris à écrire de gauche à droite. Et donc, je vais écrire ma naissance, l'enfance, l'adolescence, le travail, la retraite et la mort. Ça donne envie. On est dans une perspective, d'une certaine manière, première caractéristique, linéaire. Deuxième caractéristique, c'est très très important ça. Moi, je vous dessinerai 3 périodes de temps. C'est ça qui est questionné aussi avec l'entreprise Archipel. Je vous dessinerai en fait le passé, le présent et le futur. Mais dans mon mode de fonctionnement, si je m'observe, je ne vis jamais au présent. C'est-à-dire que dans le temps présent, je suis dans l'effort, je suis dans l'abnégation, je suis dans le désir de bien faire les choses. Et donc quelqu'un qui fonctionne comme moi, l'anthropologue américain Edward T. Hall, dans un livre absolument magnifique qui s'appelle « La danse de la vie », tant culturel, tant vécu, nous invite à appeler ce type de personnes des monochrones. Je me sens très monochrone. D'ailleurs, quand j'étais petit, mes parents m'ont toujours dit « Dépêche-toi, Philippe, ne perds pas ton temps ». Et donc j'ai été petit, très tôt, très vite, programmé pour avoir un sens du travail, quelque chose qui est une représentation de l'entreprise d'un certain type culturel. Et quelqu'un qui est monochrone, c'est quelqu'un qui vit dans un rapport au temps juxtaposé, une chose après l'autre, un candidat après un autre, une séquence de vie après une autre. C'est ça qui est perturbé, c'est ça qui est métamorphosé dans notre société. Ce passage du « ou » au « et ». Je suis l'homme du « ou », c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir tendance à valoriser le passé. Bon, je vous fais une confidence, il m'arrive très très souvent encore, et je m'en amuse, de mettre Radio Nostalgie dans la voiture le matin. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à valoriser le passé, et puis je vais faire une autre chose. C'est que je vais faire un lien entre le temps qui passe et l'obligation de réussite. Alors par rapport à ça, là, si on avait un dessin à faire en archipel, ça serait quoi le dessin? Alors on le fait, c'est-à-dire qu'on a des jeunes que l'on étudie, si tu veux, que l'on observe, et on leur demande « dessine-moi ta vie ». D'ailleurs, je compte sur vous ce soir, via les téléphones ou les SMS, ou quand vous allez rentrer, faites l'exercice avec des gens que vous aimez bien, « dessine-moi ta vie ». Et à ce moment-là, c'est assez saisissant, et j'insiste, ce n'est pas qu'une question d'âge biologique. À ce moment-là, il vous dessine, en fait, première idée, il vous dessine un cercle
Et ils ne vont pas vous dessiner en fait ce qu'est l'ordre de la raison avec un grand R. Ils vont partir, et ça me semble très important, ils vont partir de l'émotion. En fait, ils vont partir de ce qui leur procure du plaisir. Ils vont vous mettre un smiley, ils vont vous mettre un soleil, ils vont vous mettre une personne qu'ils aiment, ils vont vous mettre un voyage, dessine-moi ta vie. Ils vont vous mettre un voyage. Puis ensuite, ils vont vous placer un autre îlot de l'archipel. Puis ensuite, ils vont vous en placer un troisième. Caractéristique, Marco, de ce type de fonctionnement, ce sont des personnes, nous dit Michel Serres, c'est pour moi une source d'inspiration forte, ce sont des personnes qui font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Vos enfants peut-être, les gens que vous aimez autour de vous, vous-même, vous êtes peut-être dans ce mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement, un rapport au temps que je vous propose d'appeler polychronique. Les polychrones sont des gens qui font coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. En fait, ce sont des gens qui sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. C'est ça aussi l'enjeu de l'entreprise Archipel. Ils sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et alors là, ce qui est très intéressant aussi, tu vois, comme perspective, c'est le livre, évidemment, qu'on a tous eu dans les mains ou qu'on a tous eu sur écran, Petite poussette de Michel Serres. Petite poussette avec un C, ça aussi on le partagera dans la bibliographie. Ce sont des personnes qui changent de monde en changeant d'écran avec leur pouce. C'est la génération du copier-coller. C'est la génération qui effleure. Moi, je suis issu d'un monde qui cogne, qui confronte. C'est cycliste, c'est bille. Je suis l'homme du ou. Et là, tout d'un coup, on rentre en complémentarité avec des personnes qui sont davantage dans le et. Tiens, je vais être encore plus précis. Moi, si j'aime quelqu'un, je lui demande en fait quels sont tes amis dans ma manière d'appréhender le monde. Je me mets au centre et je souhaite que les amis de mes amis deviennent mes amis. Observez en fait le rapport polychronique. Ce sont des jeunes et des moins jeunes, les amis de leurs amis ne sont pas leurs amis. Prenez des adolescents, regardez-les, ils ont les amis de la rue dans laquelle vous vivez, les amis du premier site internet sur lequel ils vont souvent, les amis du deuxième site internet sur lequel ils vont aussi, les amis du premier sport qu'ils font. Moi, j'en ai fait qu'un pendant 6 ans. Eux, quand vous les observez, il y a une caractéristique, c'est rapport au temps plus instantané, rapport au temps plus immédiat. Ils vont avoir tendance à changer de sport tous les 6 mois. Et, chose que nous observons dans nos enquêtes, ils vont même pratiquer des sports en même temps. Pour moi, c'était impossible. Eux, si. Et j'insiste, les amis de leurs amis ne sont pas leurs amis. C'est-à-dire qu'il y a dans ce mode de circulation en archipel, qui est un mode de relation au temps, quelque chose de culturel, où il y a chez ces personnes un véritable plaisir de la navigation. En fait, j'insiste, je reprends la formule de Michel Serres, ce sont des gens qui font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Et du coup, il n'y a plus le travail et tout ce qui tourne autour. Il y a quelque chose qui, moi, me surprend. Quand ce jeune me demande est-ce que je dois être là tous les jours, c'est quand même quelque chose de l'ordre du vertige. Il y a quelque chose qu'il faut décoder, qu'il faut décrypter et qui nous amène à penser le devenir des organisations. Alors, d'un mot, Marco, je pourrais développer ça beaucoup plus. Je n'en doute pas une seconde que tu peux développer ça. Tu l'as déjà bien développé. Montre-nous autre chose, mon ami. Petite poussette de Michel Serres. Je vous invite vraiment à regarder en fait comment ces jeunes, dans la génération du copier-coller, vont avoir un rapport à l'écran et donc à la connaissance différente. Et puis Édouard Thiault, La danse de la vie. Premier modèle, la loyauté. Deuxième modèle, l'employabilité, la force du contrat. Isabelle ? Oui, juste une question parce que tu nous as bien expliqué que tu n'étais pas y-écologue et c'est vrai qu'en parlant de ce deuxième modèle, tu as quand même beaucoup évoqué les jeunes, mais tu as aussi, je sais que c'est le discours que tu tiens, tu dis aussi que ça touche d'autres générations, la nôtre. Totalement, on se retrouve également à avoir le même type de comportement. Alors peut-être pas à demander est-ce que je dois venir travailler tous les jours, mais pas loin. Parfois on se retrouve également à avoir les mêmes attitudes que celles qu'on peut rencontrer chez les jeunes. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les raisons finalement, on les devine, mais c'est bien de les réentendre peut-être, qui nous amènent à adopter ce type de comportement. Bien, écoute, j'en vois deux. Bon, d'abord, l'usage nouveau des technologies et donc ce rapport au digital et au numérique. Bon, ça, c'est à mon avis quelque chose qui va accélérer les épisodes de vie et qui, potentiellement, va construire une entreprise à distance, en équipe déspatialisée. J'en vois un deuxième élément. Pourquoi, en fait, il y a ce passage, en quelque sorte, du ou au et, de la pyramide à autre chose ?
bien, on va toucher du doigt ce que tu as exprimé. L'évolution, en fait, des modèles familiaux. Je suis issu d'une ville de la région parisienne dans laquelle, quand un jeune, il y a 30 ou 40 ans, avait des parents divorcés, moi, je me souviens de ma maman qui me disait « Philippe, je voudrais voir la maman à la sortie de l'école tout de même, avant que tu joues avec lui. » C'est-à-dire que ce jeune qui avait des parents divorcés ou séparés, c'était vraiment quelqu'un de singulier. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de le partager en préparant notre séance, c'est l'inverse. C'est-à-dire dans la ville où j'ai grandi, si deux parents sont ensemble depuis plus de 10 ans, ils sont un objet de curiosité. C'est vrai, hein. Je voudrais beaucoup insister là-dessus. En fait, c'est l'idée que de plus en plus autour de nous, et particulièrement dans des zones urbaines ou périurbaines, peut-être différentes de ce point de vue du rural, ça serait intéressant de le pointer, eh bien vous avez pour beaucoup de personnes, dès le plus jeune âge, plusieurs sources d'autorité légitime. C'est-à-dire que pour elles, leur famille est aussi en archipel. Ce sont des personnes qui, très tôt, très vite, vont avoir plusieurs papas, plusieurs mamans, et d'une certaine manière, je vais reprendre la formule de Michel Serres, vont faire des ponts, des liens et des correspondances entre les univers familiaux. Je vais plus loin. Pour eux, un entretien annuel d'évaluation, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les renvoyer à une figure unique d'autorité, quelqu'un du haut vers le bas en surplomb qui les évalue, eh bien, il faut qu'on fasse un gros travail de compréhension et de co-construction avec eux. Car pour eux, en fait, leur représentation est une représentation nomade, du voyage. Il y a des parcours de vie, tout d'un coup, qui émergent et qu'il s'agit de comprendre. Tu vois, Isabelle, cette dimension m'apparaît absolument essentielle. C'est celle, d'ailleurs, que tu as soulignée aussi. C'est la recomposition de la structure familiale et du modèle nucléaire, un papa, une maman, vers autre chose, qui appelle aussi à cette compréhension fine des modèles d'organisation. Premier modèle, la loyauté, la pyramide hiérarchique. Deuxième modèle, l'employabilité, le modèle du contrat. Alors, dans le modèle du contrat, Philippe d'Iribarne, dont je vous ai parlé, le livre « La logique de l'honneur », d'Iribarne nous dit, dans le deuxième modèle, la pire chose, c'est de ne pas pouvoir signer un contrat entre pairs. Si on a vicié les relations de contrat, on est là dans quelque chose de mauvais. Et donc, dans le deuxième modèle, on est sans cesse en train d'écrire des choses de l'ordre du contrat. Et puis, on essaye de tenir ce que l'on a écrit. Dans ce deuxième modèle, on parle beaucoup d'argent. C'est même parfois la première chose que l'on fait. Eh bien, ce que je prétends, c'est que dans une organisation PME innovante, vous avez la confrontation des deux modèles. Et qu'il n'y a pas un modèle qui supplante un autre, mais coexistence des choses. Troisième modèle d'organisation, c'est ce que je vous propose d'appeler la communauté de métier. Alors, j'ai pris une image. C'est cette image qui a quelques années maintenant. Alors, on est chez Google. Dans la communauté de métier, c'est l'inscription dans un réseau professionnel qui te confère de la grandeur. Dans le premier modèle, c'est le chef qui fait ta carrière. Dans le deuxième, c'est ton corps, les chasseurs de tête, les réseaux d'anciens qui font ta carrière. Dans le troisième modèle, tu es salarié d'une organisation, mais tu n'y rentres qu'à la condition d'être identifié très tôt, très jeune, comme un talent. C'est-à-dire quelqu'un d'excellent, de différent, qui va apporter à la communauté professionnelle. Alors tu vois, derrière, j'y mets des cabinets d'avocats quand ils ont atteint une certaine taille, des cabinets d'architecture. J'y vois aussi l'imaginaire de sociétés du type GAFA, Google, Apple, Facebook ou Amazon. J'y vois aussi l'imaginaire des grands clubs de sport, quand ils ont atteint une certaine taille et qu'on va détecter très tôt, très jeune, des talents que l'on va faire rentrer dans un univers d'entreprise où vous êtes salarié, vous avez un salaire, mais en fait, je vous propose cette formule. Dans le troisième modèle, la communauté de métier, vous êtes salarié, entrepreneur et actionnaire. Et là, c'est des questions complexes, mais belles, pour un dirigeant. Comment je fais rentrer ou pas à mon board et qu'est-ce que ça signifie être actionnaire? Avec Claire, je sais que c'est quelque chose qui nous anime. On a partagé avec Marco et Isabelle ces questions-là. Donc le troisième modèle d'organisation, on rentre dans un réseau professionnel qui vous confère de la grandeur. On souhaite être assez tôt, assez vite entrepreneur et actionnaire. Et puis dans ce modèle, il y a d'autres dimensions. Il y a l'idée quand même qu'on est salarié d'une institution qui te confère de la grandeur. Alors là, ici, regardez, moi, il y a plein de choses qui m'étonnent. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu sur cette photo, mais il y a des vélos. Regardez, il y en a deux. Il y a un vélo ici, puis vous avez un vélo ici à droite. Caractéristique du troisième modèle, on imbrique complètement le hors-travail dans le travail. Et donc, on vient avec son vélo, on parle de ses passions.
Un dirigeant connaît les talents cachés et périphériques de ses équipes. Il commence parfois même une journée de travail à partir de ses talents cachés ou de ce qui crée la passion. Alors moi, ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Là, il convient que je me casse les os de la tête pour essayer de fonctionner comme ça. Imbrication des sphères, et puis regardez un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Vous êtes dans ce rapport polychronique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. Être polychrone, c'est faire coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. Et puis il y a des choses qui sont frappantes et qui peuvent perturber beaucoup les gens du premier modèle. Regardez le casque de ce garçon-là. Je pense évidemment à ce type d'univers Google, mais je pense à des chantiers dans l'univers des travaux publics où tout d'un coup, vous avez un jeune qui a d'autres pratiques et il est avec des casques, il est avec toi, mais sans cesse avec quelqu'un d'autre en même temps. Là, lui faire ôter son usage technologique, ça va être difficile. Autre caractéristique du modèle, la carrière se vit comme une épopée. C'est-à-dire que dans ce modèle d'organisation de la communauté de métier, le dirigeant est quelqu'un souvent qui a fondé l'organisation ou qui l'a dynamisé à la suite d'un héritage et qui lui a donné vraiment un élan. Et alors je pense, pour illustrer mon propos, à l'entreprise Apple. Quand Steve Jobs est mort, il y a quelque chose qui m'a marqué et sur lequel j'ai fait travailler mes étudiants. Vous vous le souvenez peut-être, il y avait dans une tradition que je pourrais baptiser d'états-unienne ou d'américaine, fond blanc, lui en noir, et il y avait la photo de Steve Jobs. Date de naissance, date de décès. C'est resté 3 semaines. Caractéristique du 3e modèle d'organisation, la figure tutélaire du dirigeant. Parfois même avec des risques de trop grande admiration, sur lesquels on pourrait rebondir, de fascination. Là, je vous pose une question. Je vais essayer d'offrir quelque chose à la personne qui va nous donner la bonne réponse. C'est là où je vais mesurer aussi les écarts générationnels, car quand je pose ces questions à mes étudiants, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils saisissent leur smartphone. Mais là, on va avoir une confrontation entre monochrone et polychrone. Pour nous qui sommes les femmes et les hommes plutôt du papier-crayon, quand même, en cette séquence de travail, quel est le seul personnage historique qui a connu le même traitement? C'est une grande figure de l'histoire de l'humanité, mais à mes yeux, c'est quelqu'un que les équipes d'Apple ont mis 3 semaines à l'écran, et donc on a célébré d'une certaine manière sa mémoire. J'offre un livre, je ne sais pas si c'est un vrai cadeau, mais à la personne qui le trouvera. Bravo, vas-y. Nelson Mandela, bravo. On a en réserve le dernier iPhone. Là, c'est une discussion que je trouve intéressante et que j'ai souvent avec des plus jeunes. Je leur demande de manière un petit peu naïve, quelle est la personne qui a le plus transformé l'histoire de l'humanité? Est-ce que c'est Steve Jobs ou est-ce que c'est Nelson Mandela? La réponse que ces personnes font n'est pas la mienne. Moi, l'homme du « où », l'homme du centre, l'homme de l'État-nation, je vais vous dire que la grande figure d'émancipation sociale, c'est Nelson Mandela. Eux n'auront pas cette réponse. Ils vont s'attacher à me convaincre que dans le quotidien de nos existences, c'est davantage un homme comme Steve Jobs qui a transformé l'histoire de l'humanité. Et là, vous êtes dans une situation que je qualifie d'étrange étrangeté. L'entreprise Archipel, 4e modèle en émergence, c'est ce questionnement-là, d'avoir à côté de toi des gens qui n'ont pas le même rapport au temps, pas le même rapport à l'autorité, peut-être même pas le même rapport en fait à la chose publique. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je pense central dans nos organisations. Et puis, dans ce modèle d'organisation, vous avez cette photo. Alors là, on est à Zurich. Caractéristique du 3e modèle, transnational. C'est-à-dire que les personnes qui y travaillent sont convaincues qu'elles sont au-dessus des États-nations. La chose même que nous produisons, les efforts et les services que nous donnons, sont plus fortes encore que le vieux monde, que le monde d'hier, le monde de l'État-nation. Et puis regardez cette photo, elle a fait aussi le tour du monde. Là, on est dans l'imbrication du hors-travail dans le travail. Alors, il m'arrivait encore il y a quelques années, dans des clubs qui sont les nôtres, d'avoir des personnes qui me demandaient « Mais ça, Philippe, c'est pas une vraie photo ». D'une certaine manière, on peut se poser la question tout de même. Ça va tellement loin, et c'est une discussion qu'on a eue, cette imbrication du hors-travail dans le travail, que ça en arrive en fait, dans ce type d'organisation, à l'imaginaire du campus. C'est-à-dire que vous allez vivre sur place pour, d'une certaine manière, ordonner l'énergie en fait, des équipes qui sont les vôtres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, alors cette photo-là, elle est incroyable. Là, vous êtes dans une salle de réunion. Donc, manière d'occuper l'espace. Moi, en tant que sociologue et puis peut-être un homme de mon temps, j'y vois en fait un écart entre ce qu'une entreprise affiche, ce que les gens font et ce que les gens ressentent. Avec des écarts très forts entre ce qu'on affiche, ce que les gens font et ce que les gens ressentent.
Et puis la photo d'après est encore plus forte. Voici un caisson de ressourcement. Alors là, on est dans le troisième modèle. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'imaginaire du campus et on va essayer d'ordonner les forces de travail de nos équipes au maximum en travaillant sur une question qui nous a animés aussi quand on a préparé notre séquence. Jusqu'où l'employeur va dans l'organisation du temps de ses équipes et peut-être même des temps de repos de ses équipes. Donc là, vous voyez, d'une certaine manière, on serait dans la réinvention des limites du premier modèle. Si dans le premier modèle, la loyauté, le paternalisme va jusqu'à la connaissance très fine de la personne que vous êtes, en dehors des heures de travail, là, d'une certaine manière, on peut se demander, mais jusqu'où on va dans la connaissance des autres? Alors ça, c'est le troisième modèle, la communauté de métier. Je pense que dans les enquêtes qui sont les nôtres, quand on analyse la génération d'XY, c'est 10% de la classe d'âge. 10% seulement. Mais on voit le biais de perception parce que c'est ceux dont on parle le plus. Le premier modèle, c'est 65%, et le modèle du centre, c'est le reste. Donc ça, vous avez donc pour moi la coexistence, et je vous donnerai ça avec grand plaisir. Voilà nos 3 modèles d'organisation qui, d'une certaine manière, coexistent. Alors la belle question, c'est « et vous ?» dans lequel vous êtes. Premier, c'est la pyramide. Le deuxième, c'est le réseau. Le troisième, c'est la communauté de métier. Écoutez, la carrière se vit comme une épopée, puis la figure du coach. Ce que je vois émerger, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, c'est que dans les parcours de vie de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes, le troisième modèle reste finalement que modérément attractif. À des jeunes étudiants qui sont bien câblés et qui ont des ressources pour réussir, je leur demande, ce troisième modèle de la communauté de métier, Google, Apple, Facebook ou les autres, vous iriez? Et alors là, il y a quelque chose que de l'ordre d'une discussion pour moi passionnante. Ils me disent, Philippe, on veut bien y aller, oui. Mais première chose, on est lucide. On sait que c'est un univers humain où les relations entre les êtres sont très âpres. Il y a une très grande confrontation, première caractéristique. Deuxième idée, on va y aller, mais on va essayer de gagner le maximum d'argent en étant actionnaire pour faire ensuite autre chose. Et alors on voit que dans ce troisième modèle d'organisation, l'écart entre ce qu'une entreprise affiche, ce que les gens font et ce que les gens ressentent. Si vous me demandez en fait quelle est la plus grande qualité d'un dirigeant, je vous fais cette réponse. C'est de créer un espace pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Un dirigeant pour moi, et notamment un dirigeant intégrateur des différences, c'est quelqu'un qui crée un espace de parole pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Or, bien souvent, dans ce troisième modèle d'organisation, je ne suis pas certain que les gens qui dirigent en fait ces entreprises aient envie d'entendre ce que ces personnes ont sur le cœur quand elles y travaillent énormément en échange d'une certaine manière d'un actionnariat. Et c'est pour ça que ça nous ouvre au quatrième modèle d'organisation, l'entreprise en archipel vraiment, où vous n'avez plus un rapport de salariat, un seul rapport de subordination, un seul terrain d'investissement professionnel, mais plusieurs. Et là, on a repris en fait ces mots-clés. C'est quelqu'un qui, le lundi et le mardi, vivrait une partie de ses passions, mais saurait, à travers la sculpture, à travers le jardinage, à travers un ensemble de pratiques, en tirer un profit. Et puis le mercredi ou le jeudi, il va au bout de cette logique, d'une certaine manière, de jeu autour de l'identité. Le mercredi et le jeudi, il est sur un autre secteur professionnel. Et il en tire encore une autre source de rémunération. Et puis le vendredi vient le temps de l'associatif ou de la transmission. Là, vous avez pour moi quelqu'un qui fait des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Vous avez quelqu'un qui a le parcours de vie d'une personne tout entière, passionnante certainement, mais qui va d'une certaine manière apparaître aux gens du modèle de la loyauté un peu trouble. Et les mots-clés de l'entreprise archipel, pour moi, c'est le bricolage. Comment vous faites avec des gens qui votent avec leurs pieds, potentiellement, j'insiste, posant la question de la loyauté, de la fidélité, ils votent avec leurs pieds, et comment ils vont bricoler comme ça plusieurs terrains d'appartenance ou d'affiliation. Ce que je sens émerger, et pas simplement dans une partie de la jeunesse, c'est un double mouvement. Un premier mouvement, c'est la défiance, certainement à tort, mais la défiance vis-à-vis de systèmes organisationnels qui ne sont plus protecteurs. Tout à l'heure, avec un ami ici, nous évoquions ce point. Les gens nous disent, nous, on ne veut plus subir. Je veux être le propre garant de mon employabilité et je veux être l'entrepreneur de mon parcours. Première idée, la défiance vis-à-vis des grands modèles hiérarchiques pyramidaux. Et puis, deuxième idée, le plaisir du jeu, J-E-U. Constitutif du jeu, J-E. Ce que Serres appelle la génération polytribale. Michel Serres a cette expression que je trouve magnifique. Il nous dit « Prenons la mesure d'une génération polytribale ».
qu'il y a plusieurs îlots d'un archipel, les amis de leurs amis ne sont pas leurs amis, et ils font des liens, des ponts, des correspondances entre ces mondes. Là, on a inventé ensemble quelque chose qui est de l'ordre en fait de la figure du dirigeant qui se transforme. J'insiste là-dessus. Vous n'êtes plus quelqu'un qui fixe un cap, mais vous êtes quelqu'un qui fixe le cap en posant un cadre. Dans l'entreprise archipel, c'est la difficulté. Comme vous êtes aux prises avec des gens qui physiquement ne sont pas toujours à côté de vous, et qui ont plusieurs employeurs, il y a nécessité de poser un socle culturel commun avec des gens qui fixent un cap et un cadre. Et puis la deuxième idée, j'insiste beaucoup aussi là-dessus, étonnez-vous volontairement. Pourquoi ? Parce que si tout d'un coup vous vous retrouvez dans vos équipes avec des jeunes talentueux, des jeunes et des moins jeunes talentueux, qui ont plusieurs possibilités comme ça d'investissement professionnel, essayez en fait de vous enquérir de ce qu'ils ressentent quand ils ressentent. Et je trouve, je vous propose cette perspective, un outil concret, pratiquez dans l'entreprise archipel, avec vos fournisseurs, avec vos sous-traitants, avec des frontières de l'organisation qui se recomposent, métamorphosent, pratiquez la note d'étonnement. Moi, je le fais souvent. Quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans mon entreprise ? Quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans mon entreprise ? Et ajoutez cette question. Si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez dans notre organisation ? L'entreprise archipel, c'est une entreprise dans laquelle le dirigeant crée un espace pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Et c'est une organisation dans laquelle on s'enquiert en permanence de l'avis de gens qui sont d'une certaine manière de passage, mais qui sont importants. Pratiquez la note d'étonnement. Et puis, comme il s'agit de rentrer avec les visages du futur dans un champ de l'entreprise dont les frontières se métamorphosent, j'insiste aussi beaucoup là-dessus. À chaque fois que quelqu'un de talentueux vous quitte, pratiquez l'entretien de sortie à chaud, c'est-à-dire la semaine où il part, et systématiquement à froid. Vous fixez dans votre agenda un rendez-vous téléphonique ou Skype ou visioconférence et vous lui reposez la question. Et la question, c'est celle-ci. Quelles sont les 5 choses qui auraient fait qu'on aurait mieux avec lesquelles ou pour lesquelles on aurait mieux travaillé ensemble ? Ça, c'est ce que je vous propose d'appeler la généralisation des entretiens de sortie, car dans l'entreprise que l'on sent d'une certaine manière appelée, il y a une question centrale. C'est comment je continue d'entretenir la qualité du lien et la qualité de la relation avec des gens qui sont partis de chez moi, mais qui potentiellement pourraient revenir. L'entreprise archipel interroge aussi le dirigeant sur sa capacité réelle à accepter que quelqu'un de talentueux nous quitte, mais qu'il puisse revenir en de bonnes conditions. Donc j'insiste sur ce point. Dès demain, de façon très concrète, vous généralisez les notes d'étonnement. Quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes chez nous ? Faites-le avec des images, pas seulement avec des mots. Et si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez dans mon management ? Et puis, la généralisation des entretiens de sortie. Marco, Philippe, merci. Merci pour ces pistes sur le 4e modèle. Donc, on a vu avec Philippe les 4 modèles différents, dont le dernière étape serait l'entreprise archipel. Par rapport à tout ça, on a besoin maintenant de quelques questions, quelques précisions ou quelques remarques que vous avez. Donc on a des micros à votre disposition, Claire, Isabelle et moi. Donc n'hésitez pas, profitez-en pour clarifier, questionner, préciser Philippe sur ces sujets. Avec plaisir. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Pierre, directeur d'une usine. Donc j'ai eu plein d'informations là qui vont être. Il va falloir prendre le temps de les. Alors moi je vous offrirai avec grand plaisir à la fois notre support, ça fait partie pour moi complètement de l'exercice, et puis nous sommes avec l'équipe à votre disposition pour vous renvoyer les références de Thierry Barnes, d'Edouard Thiol, de Petite Poussette, et bien au-delà de ça, des articles de recherche sur, par exemple, je vous donne cette clé, mais l'intrapreneuriat. Là, je me suis retrouvé vraiment dans pas mal de situations que je peux vivre. On a des décalages ou des comportements qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Juste une question, c'est sur un cadre de référence. Moi, j'ai travaillé avec mon équipe là-dessus pour essayer d'avoir un cadre de référence. Qu'est-ce qui nous fait venir au boulot tous les jours ? Ouais. Comment on projette un cadre de référence si on est dans une archipel comme ça, où on travaille pour plein de métiers différents, plein d'entreprises différentes? Comment donner du sens, garder ce sens ? Moi, je pense que si on part, par exemple, sur un moment, un temps chez toi de 2 jours, le temps sera contracté, mais devra être intense. Et donc, c'est cette idée que chez toi, d'abord, on prendra du plaisir à être chez toi. Ça, c'est la première dimension. Cette idée qu'on est avec des jeunes qui ne vont pas vouloir repousser à plus tard le temps du dessert. C'est aussi une sacrée question sur la société qu'on leur dessine.
attendez la retraite. Enfin, voilà, c'est aussi cette question-là pour nous. Hein. Eux, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la distanciation du regard, hein, peut-être même de la désillusion. Hein. On va manger maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Puis la deuxième idée, c'est insister beaucoup, cartographier les compétences que, chez vous, ces personnes vont acquérir. Et alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que chez moi, tu vas acquérir 5 savoir-faire professionnels, si tu es sur une ligne de conditionnement dans l'industrie, 5 savoir-faire professionnels, 3 qualités relationnelles, et partage avec lui sur performance, compétences, et partager avec lui sur la troisième dimension, le potentiel. Si depuis 1 an, vous n'avez jamais personne qui est venu vous voir pour vous demander « Comment vous me voyez dans 5 ans ?» Inquiétez-vous. C'est que vous n'êtes, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas considéré par vos équipes comme des maillons d'une chaîne, comme des carnets d'adresses sur pattes, comme des îlots d'un archipel. Il est tout à fait intéressant de se dire, moi, les personnes sont assez nombreuses qui co-construisent avec moi leur projet de vie. Et ça, c'est une formule, là encore, que j'emprunte à un sociologue. Dans la société qui émerge, dans la société du « et », qui ne se substitue pas à la société du « ou », hein, tout mon propos a été la coexistence, il y a de plus en plus de personnes qui vont vous trouver intéressantes et intéressants si vous co-construisez avec elles leur projet de vie. Quelqu'un vous demande « Comment vous me voyez dans 5 ans ?» et tout d'un coup, vous vous entendez lui répondre « Écoutez, moi je vous vois sur tel type de poste, mais ce n'est pas chez moi. » Je suis convaincu que c'est la meilleure façon de fidéliser des gens intéressants. Ça, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière difficile à vivre. Hein. Moi, je viens d'un modèle, la loyauté, dans lequel on échange la sécurité contre de l'implication, et d'une certaine manière, on n'ose pas parler de la carrière ailleurs. Je vais même vous dire, quand on quitte l'entreprise, dans le modèle qui était le mien, on n'y revenait pas. Parce que d'une certaine manière, on avait trahi la famille. C'est ça aussi que ça questionne. Hein. Et cette société de la circulation, cette société du mouvement, pour bien te répondre, cartographier les savoir-faire, lister les compétences que chez toi on va acquérir, et parlons ensemble du potentiel que tu as. Moi, dans 5 ans, je te vois comme ça, je peux me tromper, et voilà toutes les actions de formation, toutes les situations apprenantes que l'on va mettre en œuvre pour que tu y parviennes. Si tu veux fidéliser quelqu'un ici, empresse-toi de lui parler d'ailleurs, disait une personne que j'apprécie. Je crois beaucoup à ça. Hein. Et alors là, tout d'un coup, vous êtes avec des personnes avec qui vous restez en lien, j'insiste beaucoup. Cette personne, finalement, elle ne sera plus dans ton atelier de fabrication, elle va quitter ton entreprise. Pour moi, un dirigeant digne de ce nom, c'est quelqu'un qui crée un espace pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, mais surtout qui maintient la qualité du lien avec des gens dans l'archipel. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, vous appelez la personne et vous lui demandez, mais allez, vous avez réfléchi, quels sont les 5 points qui auraient fait qu'on aurait mieux travaillé ensemble? Si vous faites ça, tout d'un coup, c'est assez magique. Non seulement les gens qui restent chez vous vont le savoir, tu as remarqué ça? Les gens qui restent chez toi savent que tu as traité avec égard quelqu'un de talentueux ailleurs. Et en plus, vous gagnez en dépenses de chasse de tête et en plus, vous allez avoir 2 ou 3 noms de personnes qui pourraient bien réussir chez toi. Tu vois, c'est de multiples pistes pour continuer d'entretenir ce lien, c'est décisif. Et là, tout d'un coup, vous devenez ce maillon d'une chaîne. Oui, vas-y, je t'en prie. Marco, oui, parce que je vois plein de mains qui se lèvent. Alors, Jean-Michel Eberly, je suis animateur à Paris et coach de dirigeants. Une petite, moi j'aimerais bien qu'on parle de l'archipel et le club APM. Dernier adhérent de 28 ans qui est arrivé dans notre club, il est venu et comme il avait peur de se faire piquer son vélo, puis son vélo il l'a toujours avec lui, dans son bureau, il l'a mis dans la salle de séminaire. Et donc l'expert, le club, a vu arriver le hors-travail dans le travail. Donc là on a compris qu'on commençait à changer de modèle. Et donc sous l'impulsion de Christian Barky, on l'a eu sur scène tout à l'heure, on sait qu'effectivement la transmission c'est important, il faut aller les chercher. On va aller les chercher. Comment tu vois le club archipel dans les années qui viennent? En termes de fonctionnement de ce qu'est notre vie. Par exemple, puisque ça veut dire qu'au niveau du club lui-même, du club APM, on va aussi être les premiers impactés sur une façon de... N'oublions pas que c'est un laboratoire, le club APM. Tout à fait. C'est le moment justement peut-être de voir s'il n'y a pas d'autres modèles en termes d'évolution, de fonctionnement. Alors, je te remercie Jean-Michel pour ta question, parce qu'elle m'amène aussi à partager avec vous une expérience de vie assez forte. Là, en ce moment, j'ai la chance de croiser votre regard. Ça paraît rien, mais vous êtes en train de me témoigner, je vous en remercie beaucoup, de la confiance. Et en croisant ce regard dans l'entreprise présentielle, eh bien, d'une certaine manière, vous m'amenez à vous donner le maximum. Aujourd'hui, en termes pédagogiques, en termes de transmission entre un expert APM et un club, entre un dirigeant et ses collaboratrices et collaborateurs,
Je rentre dans des amphithéâtres au Canada, au Maroc, en France, au Japon. J'étais à Singapour pour l'APM la semaine dernière, donc j'ai vécu aussi ça dans un espace de formation. Je rentre, et vous devez aussi connaître ça, car un dirigeant se doit d'enseigner, c'est-à-dire au moins une fois par an, d'aller à la rencontre d'un public qui ne l'attend pas. C'est très important. Au moins une fois par an. Eh bien, je rentre et j'ai personne qui me regarde. C'est-à-dire que je rentre, je n'ai pas la chance d'avoir Marco, Claire et Isabelle, j'ai personne qui me transmet le témoin. Et à ce moment-là, quand je leur dis « Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre », dans les 5 ou 6 pays là que je vous ai cités, il y a quelque chose de commun. Tiens. Il y a 5 ans, ils tapaient mon nom sur un moteur de recherche dans une logique Jean-Michel séquentielle, c'est-à-dire un site après l'autre, monochronique. Et donc, ce sont des gens qui vont avoir tendance, caractéristique, à vous accorder du crédit si vous existez ailleurs. Ça aussi, c'est une chose sur laquelle on pourrait rebondir ensemble. Ce sont des gens qui vous accordent du crédit si vous existez ailleurs. Et donc, ça perturbe aussi les économies de la grandeur, les ressorts de la justification, pour aller un peu plus loin ensemble. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas autre chose, c'est ça plus ça. Ils tapent mon nom et ils vont regarder images. Et là, vous allez vous retrouver en fait dans une cartographie, un peu mind mapping, un peu archipélique. Et puis de plus en plus. Et alors ça, tu vois, c'est une question pour la transformation de la vie de nos clubs, et c'est une question pour vous, dirigeants, sur votre présence numérique et votre empreinte digitale. Ils tapent mon nom et ils cliquent sur « Vidéo ». C'est-à-dire, tenez-vous bien, ils sont avec moi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et dans l'expérience même de transmission, de bonnes pratiques, de tour de main, de coup d'œil, d'un savoir, ce sont des gens qui, comme ils sont nés avec une télécommande dans la main, ne peuvent pas être dans un autre rapport que ce que je vous proposerai d'appeler le figital, physique et digital. Ça me semble très important. Et donc, imaginez bien quand même, hein, je suis en bas de l'amphi, j'ai 150 personnes, j'ai personne qui me regarde. Et ce n'est pas un traitement qu'ils accordent à Philippe, ils font ça avec tous les profs qu'ils apprécient a priori. À ce moment-là, je leur dis, vous êtes polychrone. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai eu le plaisir de vous donner la définition, et puis d'une certaine manière, et ça dans nos modes de fonctionnement, tu vois Jean-Michel, ça nous interroge aussi sur avant une rencontre, pendant une rencontre et après une rencontre, vous m'avez fait confiance. Eux, en fait, ils sont allés voir Édouard Thiault, La danse de la vie, et ils ont pris le résumé du livre. Ce sont des personnes qui vont accorder du crédit, mais toujours sous influence et sous contrôle. Et puis à ce moment-là, je leur dis, le livre est sorti en 1973. Alors, 1973, ça confirme l'hypothèse tout à l'heure de l'écart générationnel, c'est un peu préhistorique hein, pour eux. Hein. Et là, il y a quelque chose, moi, qui m'anime et que je veux décoder. J'ai une main qui se lève, souvent au dernier rang, où j'étais moi-même quand j'étais étudiant, et à ce moment-là, la main se lève. Et l'interaction, c'est celle-ci. Philippe. Alors, ça questionne aussi dans l'entreprise Archipel, les rites d'interaction, les normes de politesse, c'est la capacité d'un dirigeant, d'une certaine manière, à aplatir, en apparence, les modes de communication. Philippe, c'est pas 73, hein, c'est 71. Et là, vous avez encore une autre caractéristique. Ce sont des gens qui veulent co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir, mais toujours sous contrôle. Ils peuvent se tromper, d'ailleurs, souvent ils se trompent. À ce moment-là, j'ai 2 solutions. Soit j'en suis dans une tentative de séduction et je rebondis pour montrer que je le savais, soit je reste sur ce que j'essaye de transmettre, qui est une éthique de la conviction. C'est-à-dire que je reconnais que c'est 71, d'ailleurs je l'avais fait exprès, et ensuite je me mets au travail avec eux. Et là, c'est quelque chose d'intéressant, j'ai foi d'une certaine manière en notre jeunesse là-dessus, c'est que si vous n'êtes pas dans le faux semblant, si vous êtes d'une certaine manière dans la construction d'un espace dans lequel vous êtes dans l'authentique, à ce moment-là, ces jeunes sont dans ce qu'on pourrait appeler un art du questionnement. Et il y a quelque chose qui s'opère. Ce sont des personnes, j'insiste beaucoup par rapport à ta question, pour eux, il y a un avant. Le professeur qui rentre dans l'amphithéâtre, en réalité, ils sont allés voir qui c'était. Un peu comme un expert à qui on a déjà posé des questions avant même qu'il travaille avec nous en club. Il y a un pendant, mais alors là, après, il y a une très grande différence. Il y a un après. Parce que dans une belle rencontre à l'APM, quand j'ai essayé de donner le meilleur de ce que je peux donner, il m'arrive d'aller voir sur le très beau site ma note, l'évaluation. Et là, j'ai le sentiment parfois de réactiver quelque chose qui est de l'ordre en fait d'un rapport monochronique du maître à l'élève. Quand je veux savoir si une séquence a été belle d'un point de vue pédagogique avec les jeunes, tu vois Jean-Michel que je décris là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une invitation sur 1 ou 2 ou 3 réseaux sociaux dans lesquels en fait ils souhaitent maintenir le lien
en relation archipélique. Là, on est dans quelque chose, moi je pense, dont il faut, tu vois, prendre la mesure. Et puis la porte qu'on ouvrira ensemble, c'est de faire vraiment se rapprocher enseignement, pratique et recherche. Enseignement, pratique et recherche. Et je vous invite, je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai la chance de reconnaître des visages amis, mais pour ceux que je ne connais pas encore, un dirigeant pour moi, c'est quelqu'un qui se donne comme mission, en quelque sorte, au moins une fois dans l'année, d'aller enseigner au moins 2 heures à des personnes qui ne l'attendent pas, qui au départ ne vont même pas le regarder, qui vont taper son nom, voir sa présence sur Internet, et ensuite vous aurez non seulement la joie de l'échange, mais dans l'entreprise archipélique dans laquelle il faut attirer et fidéliser des talents, à ce moment-là, la construction que vous allez avoir avec eux, parce que vous allez parler avec passion de vos métiers, va faire qu'ils vont venir à vous. C'est la meilleure façon de recruter. Un dirigeant dans l'entreprise archipel, Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est dans le réseau de réseau, hein. C'est-à-dire qui met ensemble enseignement, pratique et recherche. Madame. Oui, bonjour, Emmanuel Champeau. J'ai créé une start-up dans l'autopartage de véhicules électriques. On a 3 années d'existence et on est 10 personnes. Et tout ce que vous dites m'interpelle énormément. Merci. À plusieurs titres. D'abord, comme sans doute quelques-uns d'entre vous, j'ai des grands-enfants qui ont l'âge des gens que j'embauche. Et il y a une chose qui me paraît qu'il faut quand même jamais oublier quand on critique toute cette jeunesse sur son absence apparente de loyauté, c'est l'absence de loyauté qu'ont eu les employeurs de leurs parents. Ah, oui. Et je pense qu'il ne faut quand même pas oublier le contexte dans lequel beaucoup d'entre eux ont vécu et ont pu nous voir les uns ou les autres promus, dégradés, mis au placard, licenciés, etc. Personnellement, je l'ai vécu 2 fois, donc je pense qu'on est quelques-uns à l'avoir vécu, avec cet âge fatidique de 45-50 ans où, en France, on commence à être un peu trop vieux, un peu trop cher, un peu pas bien. Donc ça, c'est une réflexion où je pense qu'il ne faut pas oublier que, effectivement, ces jeunes sont aussi, potentiellement, c'est nos enfants. Donc c'est assez intéressant de discuter avec eux. Et effectivement, quand vos enfants arrivent en disant « non mais là... je ne vais pas choisir ce boulot parce qu'il n'y a que 5 semaines de congé », effectivement, on se dit « est-ce que j'aurais envie d'entendre ça si j'étais le recruteur ?» Après, en tant que recruteur, donc, une start-up, on est en train d'inventer des métiers, c'est-à-dire que nous, même les définitions de poste, on sait à peine les écrire. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été confrontée à des choses qui sont assez amusantes. J'ai recruté à la fois des gens qui sont des quinquas, des plutôt début quinquas et des plutôt fin quinquas, et puis des 25 ans. Et spontanément, effectivement, start-up, alors on se dit, tout le monde va être complètement enthousiaste, en plus c'est pour l'écologie, c'est formidable. En fait, pas du tout. Faut quand même vraiment... la motivation ne vient pas toute seule, parce qu'effectivement, ce n'est pas leur histoire à eux, c'est la mienne. Et alors, j'ai découvert des choses paradoxales, c'est qu'à partir du moment où on dit aux gens, ok, vous travaillez 2 jours ici, enfin, ce qui compte, c'est le résultat, on est dans les nouveaux management, etc. Eh bien, j'ai eu un retour de manivelle avec les quinquas, tout à fait. Qui en fait ont pris la liberté, mais sans avoir la loyauté. Et ça a été très, très... Enfin, j'en suis pas complètement sortie. Et c'est très troublant parce qu'on a là des gens qui ont le plus de compétences et de valeurs à transmettre. Les seuls qui peuvent prendre le relais de ce que moi je peux, pour encadrer, pour créer, pour structurer, et qui en fait profitent du fait qu'effectivement, avec d'autres générations, on instaure un nouveau type de management pour se déresponsabiliser. Oui, merci beaucoup pour ta question. Je partage ton point sur... souvent, on met le focus en fait sur des spécificité d'une jeunesse nouvelle qui nous amènerait à changer de modèle. Très bien. On a partagé au cours de cet atelier qu'il ne s'agissait pas de penser qu'un modèle allait substituer un autre, il fallait faire coexister les modèles. Ce sur quoi je veux insister, c'est sur ce qu'un ami appelle le SPFVP. Ça fait écho à ta question. SPFVP, sentiment précoce de fin de vie professionnelle. À cette heure avancée de la journée, ce n'est pas très souriant, mais on sait que dans quelques secondes, on va humecter le concept, donc on va avoir la chance de partager. Mais ta question m'amène notamment à souligner ça. Si on veut qu'une entreprise se mette en mouvement, d'une certaine manière devienne plus apprenante pour tous, il s'agit en fait de créer des liens entre ceux qui rentrent et ceux qui sont déjà dans l'organisation et qui parfois sont en retrait dans l'organisation.
Moi, je viens d'un pays, la France, dans lequel, quand j'ai eu des cheveux blancs, j'avais 23-24 ans. C'était pas très aisé, en fait, durant mes études avec les filles. Mais par contre, c'était, je vous en fais l'aveu maintenant, mais c'était extraordinaire pour être DRH, car j'étais en fait en présomption de compétences. Comme j'ai toujours fait 10 ans de plus que mon âge, dans l'entreprise Archipel, ces éléments autour de l'âge et de ce que je vous propose d'appeler la paroi de verre. Vous connaissez le plafond de verre. Là, cette notion, la paroi de verre, ça fait écho à ta question, c'est un mécanisme d'autocensure qui est lié à l'âge. C'est la première fois dans vos équipes où une personne se dit, à tort évidemment, ça y est, c'est trop tard pour changer de couloir, pour changer d'entreprise, pour changer de vie. Et je pense que c'est absolument mésestimé, que ça doit totalement faire partie de notre réflexion, de votre réflexion en tant que dirigeant, comment on remet dans le jeu des personnes qui s'autocensurent à tort dans une société où on ne peut pas vieillir. L'ygrécologie, peut-être que je pratique d'ailleurs, l'ygrécologie consiste justement à renforcer ces mécanismes-là, dans lesquels l'âge devient un souci. Et donc dès demain, tutorat, parrainage, parcours d'intégration, avec des anciens et avec des plus jeunes, ensemble. Et puis je vous propose un quatrième outil après. La note d'étonnement, l'entretien de sortie, et d'une certaine manière, aller donner des cours. La quatrième perspective concrète, pragmatique, c'est à chaque fois que quelqu'un quitte votre entreprise, et alors là, en plus, par rapport à ta question, dans le prolongement, par exemple, de quelqu'un qui a passé 20 ans, 25 ans, 30 ans chez toi, chaque fois que quelqu'un quitte l'entreprise, vous lui demandez, posez la question, et vous essayez en fait de bénéficier de sa part d'un témoignage en vidéo. Et vous le préparez. Quelles sont les 5 ou 6 raisons qui ont fait que tu as été avec nous aussi longtemps et aussi fortement? Et si tu avais un conseil à donner à quelques jeunes qui rentrent chez nous, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je suis absolument certain que cette petite pastille vidéo, qu'on pourrait appeler la pastille vidéo des grands anciens, elle est dans la logique qui est la nôtre, de transmission. Et la première chose que va faire un jeune talent, c'est qu'il va non pas regarder la brochure papier glacé qui est la nôtre, il va cliquer sur vidéo, comme mes étudiants dans l'amphi, et il va accorder du crédit à l'entreprise si les hommes et les femmes de l'entreprise parlent de leur métier et de leur futur avec passion. Ça aussi, vous voyez, c'est une autre perspective pour nous. Dès demain, avec des jeunes et des moins jeunes, pratiquez la pastille vidéo. Quels sont les 5 points sur lesquels vous avez plaisir à travailler chez nous? Et faites-le aussi avec des gens qui sont, tu vois, ta question m'amène à ça, en sentiment précoce de fin de vie professionnelle. À un moment donné, dans retrait dans l'organisation. Oui, Isabelle. Oui, Philippe, il y a une question là à côté de moi. Il y en a d'autres aussi, donc c'est pour ça que je me permets de t'interrompre. Bonsoir. Cyril Vu, je dirige un cabinet de conseil d'une centaine de consultants. Et je reviens donc sur les 4 modèles d'organisation que vous avez décrits. Et ils ont notamment pour vocation, probablement, prioritairement, d'attirer et de fidéliser des collaborateurs. En tout cas, il y a une nécessité pour nos organisations, nos sociétés, d'évoluer, de s'adapter, notamment pour attirer et fidéliser. Tout à fait. Alors, je voudrais juste vous faire part d'un témoignage personnel. Avec plaisir. Certains de mes collaborateurs m'ont dit « Mais pourquoi tu ne mets pas un baby-foot au bout de l'open space ?» Ma responsable marketing communication a acheté un petit golf miniature pour qu'on puisse se libérer de certains stress. Et puis certaines autres personnes, des amis, des dirigeants m'ont dit « Tiens, moi j'ai fait Great Place to Work et voilà, je suis arrivé 5e dans la catégorie des plus de 50, machin, etc. » Et je regarde ce qui se fait chez Google dans les GAFA et qui, au plan fantasmatique, attire beaucoup ou semble attirer beaucoup, avec ce croisement et ce mélange de la vie privée et de la vie professionnelle. Et je trouve qu'il y a une forme, je ressens une certaine forme d'imposture ou de. Je pense d'ailleurs que les générations ne sont pas dupes. Voilà, c'est ce que parce qu'on mélange un peu tout, ça va être fun, mais en fait, l'employeur, qu'est-ce qu'il va vouloir? C'est essayer de remplir tous les besoins, ou en tout cas d'adresser tous les besoins de plaisir, de travail, d'épanouissement des collaborateurs pour les garder le plus longtemps possible, pour, entre guillemets, les exploiter. Et donc, je refuse de faire Great Place to Work. Et surtout, je dis, mais c'est surtout la question du sens qu'il faut reposer et dont on n'a pas beaucoup parlé. Je pense que pour attirer et pour fidéliser aujourd'hui, il faut donner du sens et dire que les entreprises, elles n'ont plus la simple vocation de faire du profit, comme c'est le cas depuis le début de la révolution industrielle. Elles ont pour vocation également d'avoir,
une empreinte citoyenne, une responsabilité, et ça va au-delà du greenwashing et des ramettes de papier qu'on prend en recyclé et du tri qu'on fait sur les ordures. Non, ça va bien au-delà. C'est qu'il faut qu'on ait, c'est ce que les Américains appellent les entreprises de mission. C'est-à-dire que dans l'objet social de l'entreprise, il y a autre chose que la recherche simple du profit, et c'est peut-être avec ce sens qu'on va attirer et fidéliser, parce que en fait, ce sera un objectif qui dépassera le simple paradigme de l'entreprise tel qu'on connaissait. Moi, je rejoins ton propos sur les écarts que j'ai pointés tout à l'heure, tu te souviens, entre ce qu'on affiche, ce que les gens font, et j'insiste beaucoup, ce que les gens ressentent et vivent. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui va avoir accès à l'histoire de vie que les personnes se racontent sur ce qu'elles vivent chez vous. J'insiste beaucoup sur cette dimension narrative du management. Qu'est-ce que les gens se racontent sur ce qu'ils vivent chez vous et les compétences qu'ils vont acquérir? Il y a un triptyque que j'adore et qui fait sens par rapport à ta belle question. C'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui questionne l'autre. Fort bien, on n'arrête pas de questionner les autres. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui se questionne. Ça, c'est plus rare. Je pense qu'un dirigeant digne de ce nom, comme tu le dis, pour qu'on ne soit pas dans l'artifice ou le simulacre, c'est quelqu'un qui accepte de se laisser questionner. Ça, c'est assez rare. Et c'est pour ça que nos rencontres entre pairs ont certainement de la force. Questionner l'autre, se questionner, se laisser questionner. Ce qui me rassure beaucoup dans une bonne partie de la jeunesse, et ce n'est pas du tout une question de naissance ou de question de conditions sociales d'existence, c'est certainement une question de force et de tempérament et peut-être même de générosité. Quand j'interroge en fait ces jeunes, je leur demande, mais vous n'avez quand même pas le sentiment que dans ces grandes organisations-là, il y a ce que le sociologue appellerait la colonisation du monde vécu, c'est-à-dire qu'on vous offre tout pour, d'une certaine manière, arriver à vous contrôler dans le moindre détail de la data et de la donnée. La colonisation du monde vécu. Et ce qui me rassure beaucoup, et c'est pour ça que j'ai foi en notre jeunesse, si on sait créer des ponts, c'est qu'ils nous disent oui, mais ça, Philippe, c'est tout à fait juste. La pire des choses, en fait, ça serait le simulacre et l'artifice. La pire des choses, ça serait de remplir du tableau de bord pour rendre compte et de ne pas passer son temps davantage à aller à la rencontre de gens qui ne nous attendent pas. Et je voudrais vous proposer, peut-être pour conclure, parce que je sais qu'ensuite on a d'autres rencontres, mais c'est la passion qui est la nôtre. J'aime cette formule. J'ai un jour quelqu'un que j'aime qui m'a dit « Tu sais Philippe, on a une différence d'âge importante, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé dans un atelier de fabrication, et la personne me dit « Tu sais, moi j'en ai marre. Ces grandes entreprises du type Great Place to Work, elles nous demandent de passer notre temps à remplir du tableau de bord et à faire de la photo. Moi, j'ai le sentiment d'avoir de moins en moins de temps pour agir, mon espace temporel se contracte, et j'ai de plus en plus de gens à qui je dois expliquer ce que je fais. Mon espace social se dilate. » Ça serait en quelque sorte la formule d'une entreprise qui resterait dans l'artifice. De moins en moins de temps pour faire, de plus en plus de gens à qui on explique ce que l'on fait. Ça m'amène à vous proposer ceci, pour attirer et fidéliser des cadres à haut potentiel ou tout simplement des ressources intéressantes, allez à la rencontre de gens qui, a priori, ne vous écriraient pas. Témoignez dans des endroits physiques où ils sont, mais ils se disent « c'est trop beau pour moi » ou « cette PME, elle a une tellement belle image que j'irai jamais à sa rencontre ». Un dirigeant, c'est aussi ça pour moi. C'est quelqu'un qui va aller à la rencontre de gens qui ne pensent pas à lui. Et je vous propose cette idée et tout simplement cet outil. Depuis 1 an, combien de personnes sont venues vous voir pour vous dire à vous, sur vous, quelque chose qui vous a été utile, mais quand vous l'avez entendu, ça faisait un peu mal. On n'a pas envie de l'entendre. Combien de personnes depuis 1 an sont venues vous voir, volontairement, pour vous dire quelque chose qui vous a été utile, mais que vous ne vouliez pas entendre? En management, on va parler d'hommes et de femmes ressources. Voilà, ça fait écho à ta question aussi. Dans une entreprise archipel, le dirigeant organise des réseaux de réseaux d'hommes et de femmes ressources qui ont une grande qualité. C'est le courage de dire à ceux qui sont puissants ou tout simplement aux commandes ce qu'ils n'ont pas toujours envie d'entendre. C'est pour ça qu'un talent, et je conclurai peut-être là-dessus, c'est quelqu'un de chronophage, il vous prend du temps, c'est quelqu'un d'énergivore, mais si on s'y prend bien, et c'est tout le sens de l'entreprise en archipel, c'est quelqu'un de ressourçant. Énergivore, chronophage et ressourçant. Allez, merci beaucoup, Philippe. Vas-y, je te laisse finir ta phrase. Mais je sentais que tu allais repartir. Merci. Il y a d'autres questions. Les gens vont venir te voir. Merci, Philippe. Écoutez, moi je suis à votre entière disposition et puis peut-être un clin d'œil final, c'est que de plus en plus, quand une session est réussie, les personnes en face de moi lèvent leur smartphone et il y a une application applaudissement
qui va m'amener à réfléchir à l'équilibre entre présentiel et distanciel. Je vous remercie infiniment et ce travail n'est jamais un travail qu'on fait seul. La première personne à laquelle je pense, c'est David. Parce qu'avec cet accident, en fait, je sais qu'il souhaitait être avec nous et on pense à lui. Et puis, je voudrais remercier infiniment Isabelle, Claire et Marco, parce qu'on a essayé aussi dans la construction d'être une entreprise en archipel. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci Philippe, bravo.